Bonjour à tous, Julie Curto, avocat à Paris. J'ai proposé pour ma part d'intervenir au colloque des Juspis sur la thématique de l'épuisement du droit en matière de marque. Je considère en effet que c'est un sujet qui est assez difficile de compréhension et que je vais vraiment analyser sous une forme presque mécanique, c'est-à-dire avec un raisonnement en cascade, un peu comme on le ferait dans le cadre d'un contentieux judiciaire. L'idée étant de pouvoir aussi analyser le jeu de balancier qui peut s'opérer en termes de charge de la preuve. Mon postulat de départ, celui de mon intervention, c'est de reconnaître au titulaire de droit la possibilité d'agir en contrefaçon, y compris à l'encontre de produits qui seraient authentiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la seule circonstance de ce que les produits revendus par le tiers poursuivi en contrefaçon soient des produits authentiques n'est pas en soi de nature à faire échec à l'action en contrefaçon. Et on trouve finalement plusieurs justifications à ce postulat de départ. Le premier point, c'est que l'article L713-2 du CPI n'impose pas comme condition préalable une reproduction, une imitation matérielle qui serait faite par le tiers poursuivi en contrefaçon lui-même du signe protégé par la marque. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que de toute façon, s'il était nié au titulaire de droit la possibilité d'agir en contrefaçon pour des produits authentiques, la discussion n'aurait même pas lieu de s'ouvrir sur le terrain de l'épuisement du droit. Donc c'est ces deux points qui viennent conforter ce postulat de départ et donc la possibilité pour le titulaire de marque d'agir, y compris à l'encontre de la revente de produits qui auraient été revêtus de la marque en premier lieu sous son contrôle. À partir de là, il appartient ensuite à celui qui est recherché en contrefaçon, donc au défendeur à l'action en contrefaçon, qui entend bénéficier de l'exception d'épuisement du droit, de démontrer que chacune de ces conditions en sont remplies. Ces conditions, elles sont détaillées au premier alinéa de l'article L713-4 du CPI, et elles sont finalement 4. La première tient aux produits concernés, c'est-à-dire qu'il appartiendra au défendeur à l'action en contrefaçon de démontrer une stricte identité entre les produits qu'il revend et les produits qu'il aurait acquis au préalable d'une source licite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas pour lui de démontrer avoir un jour acquis un stock de 10 produits pour ensuite pouvoir prétendre commercialiser librement des centaines de ces produits. Voilà. Donc il faut vraiment qu'en termes de traçabilité, on ait un lien très précis en termes de quantité et d'identification de ces produits-là entre ce qu'il a lui-même acheté et ce qu'il revend. Donc ça, c'est le premier point de sa démonstration, les produits concernés. L'autre point, c'est la question de la mise dans le commerce. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si il est directement allé s'approvisionner, par exemple, auprès des usines de fabrication du titulaire de droit, ça ne pourra pas marcher. L'autre point, le troisième de sa démonstration, et là c'est un petit peu plus facile, c'est le lieu de cette première commercialisation, c'est-à-dire qu'il faut parler de produits qui auraient été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Et enfin, le quatrième point, c'est le consentement du titulaire de la marque. Donc on aura ces 4 sujets-là, les produits concernés, la mise dans le commerce, le lieu de cette première commercialisation et le consentement du titulaire de la marque. Sachant que le défendeur à l'action en contrefaçon peut quand même se trouver dans une position assez délicate. Et il va finalement devoir faire face à un dilemme en quelque sorte, c'est-à-dire que soit il révèle sa source d'approvisionnement pour pouvoir satisfaire son fardeau en termes de preuves, mais ça implique le risque qu'ensuite le titulaire de droit agissent directement auprès de cette source pour définitivement l'anéantir. Donc ça, c'est le premier point. Il peut autrement décider de succomber à l'action en contrefaçon, justement pour préserver sa source, alors même que les conditions du bénéfice de l'exception de cet épuisement du droit auraient pu être satisfaites et auraient pu lui permettre justement d'échapper au grief de contrefaçon.
Donc au regard de cette situation, la Cour de justice a dégagé dans son arrêt Van Doren un aménagement en termes de preuve. Alors un aménagement, c'est plus un allègement de la charge de la preuve, mais ça ne veut pas dire non plus un blanc-seing au bénéfice du défendeur à l'action en contrefaçon, qui aura quand même à démontrer l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés pour prétendre au renversement de la charge de la preuve, qui ensuite rebascule du côté du titulaire de droit, qui devra à son tour démontrer que les produits concernés ont initialement été mis dans le commerce en dehors de l'Union européenne ou en dehors de l'espace économique européen et que finalement ils n'avaient pas à s'y retrouver par la suite. Mais j'insiste encore une fois, tout ça, ça présuppose quand même une identification en premier lieu des produits concernés et de la démonstration de leur authenticité. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, c'est-à-dire que éventuellement le défendeur à l'action en contrefaçon a été en mesure de franchir chacune des étapes dans sa démonstration, le titulaire de droit va garder la possibilité à son tour de anéantir cette exception et finalement de faire exception à cette exception, c'est-à-dire de neutraliser l'effet de cette exception en invoquant lui-même des motifs légitimes. Donc, cette possibilité, elle lui est offerte par le second alinéa de l'article L713-4 et il doit pour ça caractériser des motifs légitimes tenant, le texte dit, notamment à l'altération de ces produits. Notamment, ça veut dire que ce n'est pas une liste qui est limitative et qu'il peut tout à fait envisager, caractériser d'autres motifs légitimes qui lui permettraient de regagner l'ensemble de ses prérogatives. Donc finalement, on a un schéma vraiment en 3 parties, avec le principe de base qui est celui de la possibilité pour le titulaire de marque d'agir, l'exception au bénéfice du défendeur à l'action en contrefaçon en cas d'épuisement du droit, et l'exception à l'exception, c'est-à-dire ces motifs légitimes qui viennent à leur tour neutraliser l'exception d'épuisement du droit, elle-même destinée à neutraliser l'action en contrefaçon. Voilà, je vous donne donc rendez-vous le 4 mars pour plus de détails. Merci de votre attention.